à faire en français et en wolof. Donc, puisqu'on n'avait pas fait la partie wolof, vous êtes noté 7 sur 10. Mais vous remarquez que c'est un jeu de temps. Et ce sont ces jeunes-là qui doivent nous motiver. Qui doivent vérifier. Nous sommes dans une période où vous constatez le désespoir a envahi nos jeunes. Sur tous les écrivains des médias, dans les journaux, vous entendez le vous lisez le décompte macabre des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui sont en train de perdre la main à la tête de l'avenir. Nous, hommes politiques, nous avons le don de la politique. Nous ferons quelques tweets, quelques messages pour nous amener au pouvoir, pour nous amener alors que nous ne donnons pas véritable à cette chose. Et pourtant, je le dis pour les Sénégalais d'ici, et surtout ceux de la diaspora qui sont témoins de ce que je dis. Et pourtant, quand vous allez dans les fabriques, dans les usines, en Turquie, en Italie, en Chine, en France, partout, dans les confections, dans les bijouteries, dans la haute couture, dans les chaussures, dans le bois, ce sont de vaillants jeunes Sénégalais qui ont appris le métier ici au Sénégal et qui sont partis et qui sont en train d'enrichir les autres continents. Or, il était possible de leur donner un meilleur avenir chez eux. Et au nom de ça, nous devons tous nous engager. Nous devons nous engager d'abord pour que nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont appelés diaspora sénégalaise et qui sont en train de nourrir plein de familles, qui sont en train de participer à l'essor et à la solidarité sociale sénégalaise. Nous devons nous battre pour que cette diaspora continue d'avoir le cordon ombilical avec notre pays. Et pour ça, Dieu sait que c'est facile. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent un lien avec leur pays. Ils nous demandent d'être là pour eux quand ils ont besoin de formalités administratives. Ce n'est pas normal qu'un Sénégalais qui vit au Brésil, en Italie ou en France doive courir pour avoir ne serait-ce qu'une copie de sa pièce d'identité, ne serait-ce que la copie de son passeport. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un monde connecté. Nous devons pouvoir fournir une plateforme à la diaspora sénégalaise pour que partout où il se trouve, le fils du Sénégal qui a besoin de l'État du Sénégal puisse en un clic déposer ses formalités et avoir la requête qu'il faut pour la production de ces documents. Vous savez que parfois ils vivent dans la détresse quand ils perdent un des leurs, j'allais dire un des nôtres. Oui, il arrive qu'un fils du Sénégal meurt et qu'on doit faire une quête pour pouvoir ramener le corps au Sénégal. Et la responsabilité de l'État est d'être là pour ces Sénégalais-là. Qu'est-ce qu'elle nous demande d'autre, la diaspora sénégalaise, en dehors de cette présence? C'est de pouvoir créer un lien, mais ils sont abusés, ils sont bernés tous les jours à la quête d'un toit, parce que le retour est toujours dans leur tête. Mais pourquoi nous n'organisons pas les conditions pour leur accès digne au foncier, à charge pour eux-mêmes de se battre pour construire si on ne peut pas construire pour eux? Qu'est-ce qu'ils nous demandent, nos frères et sœurs de la diaspora? Ils nous demandent que quand ils ont des opportunités dans le cadre de l'exercice de leur mission dans ces pays-là, quand ils ont une opportunité à amener au Sénégal, qu'on leur donne le link pour pouvoir le faire. Mais voilà ce que nous devons faire pour eux. Ils ne demandent pas plus, ils demandent d'être Sénégalais alors qu'ils sont en train de servir le Sénégal ailleurs. Et ce Sénégal nouveau-là, nous devons le construire avec eux. Nous devons construire le Sénégal nouveau avec nos agriculteurs, avec nos éleveurs, avec nos pêcheurs. Nous sommes un pays côtier.
la pêche devait être un formidable outil de développement. Mais nous avons ce paradoxe dans notre pays pour l'agriculture, l'élevage et la pêche, d'appeler nos pêcheurs des artisanaux, nos agriculteurs des extensifs et nos éleveurs des extensifs et nos agriculteurs des paysans. Parce que nous ne les mettons pas dans le champ de la modernité. Et pourtant, d'autres Sénégalais se battent et réussissent et gagnent énormément d'argent dans l'agriculture, la pêche ou l'élevage. Et pourquoi la grande masse, elle qu'on connaît comme existentiellement agricultrice, éleveurs et pêcheurs, comment ces personnes-là ne doivent pas aujourd'hui trouver un cadre d'expression qui puisse les lier avec le vrai Sénégal? Battons-nous pour que les licences de pêche reviennent aux pêcheurs artisanaux. Accompagnons-les pour avoir des bateaux. Et après, eux, ils se débrouilleront pour faire de la pêche un outil de développement pour notre pays. Accompagnons-les pour avoir des instruments de stockage. Accompagnons-les pour les transferts de technologie quand il le faudra. Accompagnons-les parce que c'est eux qui connaissent la pêche, c'est eux qui doivent faire la pisciculture. Et donc c'est sur eux qu'il faut miser pour que tous les métiers connexes de la pêche puissent être exercés par des pêcheurs, des vrais. Nos éleveurs, au nom de cette supposée tradition fataliste, nous dit-on, nos éleveurs sont encore dans ce type d'élevage de survie. Une belle expérience, et je loue d'ailleurs le président Macky Sall pour cette belle trouvaille avec le ranch de Doli. Une belle expérience comme le ranch de Doli doit être dupliquée chez moi à Kolda, parce que je suis la deuxième région d'élevage du Sénégal. Osons mettre des ranchs de Doli partout où il y a de l'élevage au Sénégal. Ça permet de créer des micro-mondes économiques intégrés où après nous développons les métiers connexes à l'élevage. Parce que nous pouvons derrière avoir de la tannerie, nous créer de nouveaux métiers. Mais que la pêche devienne un outil de développement, il est paradoxal que notre pays continue d'importer du lait. Il est paradoxal qu'on ne mette pas en exergue la pertinence de chaque jeune Sénégalais, de chaque chef de famille sénégalais qui se bat pour mettre au toit de sa maison ou parfois dans la cour de sa maison quelques moutons et qui en survit. Pourquoi nous ne promouvrons pas demain l'agriculture périurbaine, l'élevage périurbain? Parce que ça se fait. Il faut qu'on se batte résolument pour que ceux-là qui sont en train de voir comment s'en sortir avec ces moutons à côté ou ces chèvres ou ces poulets demain puissent en vivre, parce que ce sont des métiers et parce qu'ils peuvent nous aider dans le cadre de la lutte pour l'autosuffisance par rapport aux moutons, par rapport à beaucoup d'autres animaux qui sont nécessaires au développement de notre pays, à l'agriculture surtout. Nous avons besoin de dames, de chevaux. Et tout ça peut être l'objet d'une étude particulière pour que l'élevage devienne une étude de développement sérieux. Cette agriculture qui systématiquement est nourrie d'intrants, de matériel agricole, de semences, au l'oreille de chaque hivernage, et qui ne s'en sort pas, mérite qu'on s'arrête dessus. Et comment s'y arrêter? C'est de créer le comportement économique chez nos agriculteurs. Il le faut. Ils ne doivent pas être dans cette logique systématique d'assistanat. Nous devons promouvoir la modernisation de l'agriculture d'une autre façon. Renforcer nos sols, c'est vrai. Promouvoir la recherche, c'est vrai. Renforcer surtout la recherche en mettant des fonds innovateurs pour ce sujet-là. Mais oser aller vers des cycles qui peuvent être adaptés au dérèglement climatique actuel, mais renforcer le paysan pour qu'il ne soit plus un paysan et qu'il soit un agriculteur. C'est le Sénégal fragile qui nous intéresse. Le Sénégal fragile, c'est 10 à 12 millions de Sénégalais qui sont dans l'agriculture, c'est vrai, dans la pêche, dans l'élevage, mais qui sont surtout dans plus de 150 métiers de l'artisanat. Et qui aujourd'hui, malheureusement, sont surtout dans une logique, encore une fois, d'assistanat sans qu'il n'y ait de solutions pertinentes, hardies, pour que demain, l'artisanat soit notre premier input vers une vraie politique industrielle. Mes chers compatriotes, quand vous allez chez un mécanicien, vous avez la présomption que c'est un mécanicien.
chez le mécanicien existe au moins 5 métiers. Il y a le tôlier, il y a celui qui s'occupe du froid, il y a l'électricien, il y a le mécanicien lui-même, il y a le vulgarisateur, au moins. Il est laissé en rade, il est laissé pour compte. Alors que lui exerce une mission de service public parce que l'apprentissage est une mission dévolue à l'État du Sénégal. Si nous voulons renforcer nos métiers artisanaux, tous ceux qui sont dans l'apprentissage de jeunes Sénégalais, l'apprentissage, je dis, de jeunes Sénégalais, toutes ces personnes, tous ces métiers méritent un regard particulier. Regardons les importations de notre pays. Vous verrez que nous allons importer cette année au minimum 2400 milliards. Nous importons jusqu'au cure-dent. Nous importons au Sénégal les cure-dents. Ne me dites pas que nos menuisiers ne peuvent pas faire des cure-dents. Ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas faire des fauteuils ou ces types de mobilier. Ils en ont les moyens, il leur manque juste les outils. C'est ce que je disais à l'entame de mon propos. Quand vous irez dans beaucoup de fabriques en Turquie ou ailleurs, vous verrez de jeunes menuisiers sénégalais qui sont en train de travailler. Donc si on achetait toutes les unités de fabrique et qu'on les mettait à la disposition des menuisiers du Sénégal, ils allaient produire ici les tables, les chaises et tout ce dont on peut avoir besoin dans le cadre du développement de ce secteur et par conséquent de notre pays, et ainsi fixer les jeunes de notre pays. Il faudrait qu'on dise aux jeunes qu'il est possible de s'en sortir ici, mais qu'on fixe le cap. Ça ne sert à rien d'être dans un discours cosmétique. Il faut qu'on soit le plus pratique possible, parce que si on veut qu'il reste, il faut qu'on le dise que notre Sénégal est possible. J'ai donné juste un exemple chez les mécaniciens. J'aurais pu le faire avec les bijoutiers qui aujourd'hui, pour certains types de finitions, vont voyager, alors qu'on aurait pu leur trouver les outils pour le faire ici. C'est la même chose chez la confection, sur beaucoup d'autres secteurs. Donc, accompagnons les secteurs producteurs, accompagnons les secteurs socio-économiques qui sont le Sénégal et qui n'ont presque pas de lien avec le Sénégal. Mais tout ça, Inch'Allah, fera l'objet d'un développement le moment venu. Nous en parlerons, mais nous voulons. Certainement, nous irons en campagne parce que vous attendez ma réponse pour ça. Mais ce qui est le plus pertinent, quand nous sommes dans un processus comme celui-là, c'est que nous avons 5 ou 6 mois pour parler du Sénégal. Parlons enfin du Sénégal. Arrêtons les insultes. Arrêtons les colibés. Arrêtons les accusations gratuites. Parlons du Sénégal. Que les Sénégalais refusent d'écouter tous ceux qui sont dans les calomnies et les accusations gratuites, qu'ils écoutent, qu'ils nous disent ce qu'ils ont dans le ventre pour leur pays. Qu'est-ce qui nous importe? C'est notre développement socio-économique. Ce n'est pas dit où sont nos costumes prophètes. Ce qui nous importe, c'est de dire comment nous allons nous en sortir. Nous sommes dans un pays en crise. Il faut accepter de le dire. Nous sommes deux Sénégal face à face. Jadis, vous pouviez avoir des obédiences ou des opinions différentes et cohabiter dans votre demeure. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de vivre ça. Les tensions sont à leur extrême. Il nous faut réconcilier le Sénégal. C'est le premier défi auquel nous devons faire face. Nous n'allons pas prendre nos jeunes comme des chalacanos ou comme des insulteurs. Nous allons en faire une force vive pour le développement de notre pays. Nous allons refuser que nos jeunes soient instrumentalisés à tout va pour des combats qui ne sont pas les leurs, pour des combats qui ne sont là que pour l'ascension d'hommes et de femmes politiques. Refusons ce débat. Parlons du Sénégal parce que le Sénégal est sinistré. Mesdames et messieurs, notre Sénégal est en danger. N'ayons pas peur de le dire. Par la grâce de Dieu, par l'effort serré du président Macky Sall, je viens d'une région qui s'appelle la Casamance. En 2012, il était impossible à partir de 18h pour un frère de Ziguinchor de quitter en toute sécurité pour aller à Goudomp ou à Tanaf. Nous avons eu la chance de retrouver cette paix. Nous devons nous battre pour la conserver. Comment? En impulsant une vraie politique de développement pour la Casamance et en même temps en continuant à discuter avec toutes les factions qui sont récalcitrantes à cette dynamique de paix.
louons, il est vrai, tous les efforts qui ont été faits par le président Macky Sall sur cette question-là. Mais nous avons soif de paix en Casamance. Nous avons besoin qu'on nous tende la main pour que cette paix soit perpétuée. Au nom de ça, nous nous battrons pour un Sénégal nouveau. Notre Sénégal est entouré de situations conflictuelles connues de tous et le danger qui nous guette, compte tenu de la misère que nous avons chez les jeunes. En réalité, c'est le djihadisme. Notre islam confrérie, nos autres religions nous permettent d'avoir un cadre assez épanoui, un cadre assez harmonisé où nous vivons socialement ensemble. Mais si nous ne sommes pas unis, si nous ne soutenons pas nos forces de défense et de sécurité, comment voudrez-vous qu'on fasse face à cette situation qui nous guette? Où maintenant, de nouvelles idéologies panafricanistes très loufoques, très souvent, voudraient choisir d'enlever le bleu, blanc, rouge de la France pour nous mettre un autre bleu, blanc, rouge, celui de la Russie certainement. Pourquoi nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes Africains? Pourquoi nous ne nous battrons pas pour que l'économie africaine soit intégrée? C'est la vraie réponse. Pourquoi nous ne nous battrons pas pour que l'Afrique politique soit une Afrique unie et qui va dans la même direction? C'est le seul combat qui vaille. Arrêtons de dire que nous ne voulons plus le secours de Jean, nous voulons le secours de Paul. Je ne veux ni le secours de Jean, ni celui de Paul, ni celui de Pierre. Je veux compter sur moi-même, Sénégalais, je veux compter sur moi-même, Ouest-Africain, je veux compter sur moi-même, Africain. Et c'est ça, et ça nous permet. Et ça nous permet résolument que nos élites africaines soient unies, que nos ensembles économiques soient homogènes, parce que nous avons les moyens de développer l'Afrique par nous-mêmes, savoir agir, penser par nous-mêmes et en bénéficier pour nous-mêmes doit être un leitmotiv chez chaque Africain, chez chaque Sénégalais. Penser et agir par nous-mêmes et en récolter les bénéfices nous-mêmes. C'est ça le panafricanisme. Décomplexons-nous. Arrêtons d'accueillir ces hordes étrangères qui pensent pouvoir venir nous aider dans notre lutte pour la sécurité dans nos pays. Battons-nous pour compter sur nous-mêmes, nos Africains. C'est le vrai message qu'on attend des élites africaines. Soyons solidaires. Que l'économie de la Côte d'Ivoire serve au Sénégal, au Niger et vice-versa. Ces défis sécuritaires demandent un soutien accru au niveau des forces de défense et de sécurité, parce qu'elles font très bien leur travail. Mais elles doivent être appuyées tous les jours. Nous refusons le débat qui dit que nous sommes en train de nous surarmer. Nous devons nous surarmer, parce que nous devons faire face à un défi sécuritaire nouveau, où maintenant le pétrole et le gaz créent de nouveaux enjeux, où nous allons tous espérer que nous allons rester chez nous autour de chaises pliantes et du thé et profiter du pétrole alors que ce ne sera pas le cas. Le pétrole devra nous faire. Nous devons avec le pétrole et le gaz faire face à nos engagements internationaux. Nous devons continuer le développement. Nous devons mettre l'humain au cœur de nos politiques économiques. Il faut qu'on humanise les politiques économiques sénégalaises. Osons parler avec nos frères et sœurs de la monnaie. Parce que nous avons beaucoup d'argent dehors et que nous devons pouvoir apprendre à vivre par nous-mêmes. Et toutes ces questions doivent faire l'objet de problématiques sérieuses. Sénégalaises, Sénégalais, ce qui nous importe aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, c'est de consolider cette dynamique de paix, de renforcer la concorde entre les Sénégalais et de veiller scrupuleusement à la sécurité de notre pays. Ce sera le premier axe sur lequel nous devrons tous nous engager. Le deuxième, outre cette réconciliation, c'est la forte quête de justice. Justice administrative, justice sociale, justice tout court. Il faudrait que les Sénégalais se sentent en sécurité quand il est face à une administration. Il faudrait d'abord que cette administration, comme on l'a dit, continue d'être modernisée, continue d'être mise dans son lustre, parce qu'elle est en train de perdre son lustre. Et que cette administration soit le levier sur lequel nous nous appuyons pour moderniser notre pays. Et cette administration, c'est elle qui est dans les écoles, dans les hôpitaux, partout dans le Sénégal pour servir le Sénégal. Mettons-les dans les conditions, mais après, jugeons-les.
ça nous permettra d'avoir une administration performante, une justice qu'il faut réformer. Nous sommes tous d'accord dessus. Nous avons parmi les meilleurs magistrats du monde qui sont formés à de bonnes écoles. Ils ne demandent qu'à servir le pays. Nous ne les laisserons pas aujourd'hui comme des chairs à canon, seuls face à un peuple qui les jugera. Non, nous les mettrons dans les outils de performance qu'il faudra pour que demain, notre Sénégal soit un Sénégal de sécurité juridique. Je ne voudrais pas être long parce que ça, normalement, ce sera notre propos lors, comme on dit, de la campagne d'investiture. Inch'Allah. Je voudrais parce que je suis un homme reconnaissant. Je ne suis pas ingrat. Et au nom de cette reconnaissance, rendre un hommage appuyé à un homme que j'ai respecté, aimé, adulé. Je voudrais parler du président Macky Sall. Parce que il a été mon inspirateur. C'est cet homme qui a pensé à l'équité sociale. En innovant, en apportant un package novateur sur les questions sociales et qui a créé en fait une vraie institutionnalisation de la politique sociale dont on a besoin au Sénégal et sur laquelle nous devons nous adosser. Et je l'ai dit, je pense à la 7TV la dernière fois, excusez-moi pour les autres confrères, j'ai dit que même si vous héritez de votre père, vous apporterez votre touche nouvelle. Et donc, cette politique sociale qui a été lancée par Macky Sall et qui soulage beaucoup de Sénégalais en situation de vulnérabilité, cette politique sociale mérite d'être renforcée. Mérite d'aller vers les paysans, vers les éleveurs, vers les pêcheurs, vers les artisans, de façon à ce que nous puissions promouvoir un revenu unique qui va être distribué à chaque ménage pour que, à ce niveau-là, le paquet social soit une effectivité pour tout le Sénégal. C'est cet homme Macky Sall qui m'a inspiré pour avoir cette belle ambition pour mon pays. Parce qu'il avait compris que l'équilibre entre les terroirs, entre les territoires, devait être une réalité. Et la pertinence de certains projets comme le PUDC, comme le Puma, comme Promobile, viennent à souhait, comme je le dis, confirmer que c'était une belle vision pour notre pays. Parce que beaucoup de localités ont enfin connu l'électricité, ou l'eau, ou les voies bitumées. Je voudrais lui rendre cet hommage. Je voudrais, par son compagnonnage avec moi aussi, lui rendre un bel hommage pour tous les efforts qui ont été faits. Et au nom desquels aujourd'hui nous pouvons prétendre à ce qu'il y a de mieux en matière d'infrastructure. Au point d'ailleurs que pour la plupart du temps, quand on débat sur Macky Sall, on ne parle jamais du bilan matériel parce qu'ils en ont tous peur, parce qu'on sait qu'il a fait son devoir pour le Sénégal. Mais la plus belle leçon que Macky Sall nous a donnée, nous autres, et pour toutes les générations à venir dans les siècles et les siècles, c'est cette leçon où il a renoncé lui-même volontairement à se soumettre à nouveau à l'exercice des suffrages des Sénégalais, alors que le droit le lui permet. Le président Macky Sall a considéré qu'au nom de la paix, qu'au nom de la parole donnée, il n'allait pas à ce nouveau solliciter les suffrages des Sénégalais. Quelle belle leçon de patriotisme. J'ai appris à ses côtés et il m'a couvé. Il m'a respecté. J'ai appris beaucoup avec lui. J'ai eu la chance, par sa confiance, d'avoir fait le tour du Sénégal avec sa tête de liste nationale aux élections législatives de 2017, Mohamed Boun Abdallah Dionne, et nous avons eu une belle victoire. J'ai eu la chance d'accompagner le président de la République candidat à l'élection présidentielle de 2019 où j'étais un des trois qui était dans son équipe permanente. Et j'ai beaucoup appris, j'ai compris que le Sénégal est grand, que le Sénégal mérite un regard plus généreux. Je voudrais vraiment que comme demain, nous célébrerons les grands d'Afrique, le plaidoyer qu'il a fait pour notre pays, pour l'Afrique au niveau mondial, qui ont donné même des résultats dernièrement avec le G20.
puissent être des actions ancrées, gravées dans l'histoire et dans la mémoire collective de notre pays. Mais il a décidé que sa mission à la tête du Sénégal était finie et qu'elle devrait prendre fin en avril. Cela ouvre de nouvelles perspectives. Mais enfin, laissons à chaque enfant du Sénégal le droit légitime de pouvoir présenter sa candidature. Laissons à chaque Sénégalais qui en a le droit la possibilité de dire sa vision pour le pays. Et laissons enfin le peuple roi son pouvoir divin, de décider de qui va présider aux destinées du Sénégal. Et nous autres, hommes politiques de tous bords, profitons de cette période pour amener la paix dans les cœurs. Profitons de cette période pour réconcilier les Sénégalais. Profitons de cette période pour donner un nouvel espoir à notre jeunesse. Profitons de cette période pour poser les vrais débats. Que les Sénégalais refusent d'écouter ceux qui sont toujours dans l'insulte. Et qu'enfin, celui qui a le meilleur projet pour le pays, puisse triompher, Inch'Allah. Au nom de tout ça, j'accepte solennellement votre invite à me présenter au nom de la coalition pour un Sénégal nouveau. Donc de porter le flambeau de la coalition pour le Sénégal nouveau.